C'est parti pour 22 km à peu près jusqu'à Casté-Arouy, sous un ciel bleu, et j'ai déjà mis les lunettes de soleil. Nous quittons ce joli petit village d'Auvillard que nous avons eu le temps de parcourir un peu hier après-midi, mais les images ne rendent pas compte du charme de la bourgade. Et les nuages que vous voyez là-bas, ce ne sont pas des nuages. Ce sont, comme vous l'avez deviné, les tours aéro-réfrigérantes de la centrale de Golfech. Et ce matin, mis à part quelques personnes matinales, on est tous partis à la même heure. C'est-à-dire que là, il est 8h30. Ça, c'est un horaire raisonnable. On a quitté la plaine alluviale du Tarn et de la Garonne pour remonter sur le plateau. Et là, on est passé des vergers au règne des céréales, sans animaux. Et je profite de ce début d'étape où je busarde pour l'instant pour vous remercier de vos commentaires auxquels je ne réponds pas toujours en temps et en heure. Pour vous dire que je suis un peu décalé. Et merci encore à toi Eric pour cette journée entre Lozerte et Moissac où effectivement nous avons évoqué Lulu la Nantaise. Du coup, j'allais quand même pas rater ça hier. Là devant, ce sont deux Australiens rencontrés à Aumont-Brac et dont on croise la route au gré des étapes. Bienvenue dans le Gers et la région Nouvelle-Aquitaine. Le Gers et ses 12 collines que l'on dirait dessinées par un enfant. Et à côté de moi, c'est du blé qui est encore vert. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Non mais c'est bon, ils savent distinguer le jaune du vert, les abonnés. Ah, frère Jean-Édouard, on vous a attendu toute la nuit. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est-à-dire qu'on a mis plus de temps parce que on a fait une partie à cheval et une partie à pied. Parce que le prix de l'avoine a augmenté, donc on n'a pu faire que la moitié à cheval. Ah oui? Comment ça se fait que le prix de l'avoine est augmenté comme ça? Ben, vous savez pas. L'avoine, ça passe par le détroit d'Ormuz. Attendez, vous voulez dire que les Perses cultivent de l'avoine? Ben en fait pas vraiment, mais l'avoine cultivée en Artois passe par le détroit d'Ormuz. En tout cas, c'est ce que nous a dit le cabinet royal. Bon, admettons, mais vous auriez quand même dû arriver plus tôt.
qu'est-ce que vous avez fait le reste de la nuit? Alors en fait, avant de partir, on s'est réunis en sous-commission, puis en groupe de travail à Paris, et on abordait les négociations avec les musulmans pour faire une petite trêve, histoire de se refaire un peu. Ouais, bon, il y en a peut-être besoin. Hein. Et alors, ça a avancé ces négociations? Ah ouais, vachement. On s'est mis d'accord sur la forme de la table de négociation. La suite, après la côte, qui mène au second petit déjeuner. J'espère que ce sera ouvert, même si on est un 8 mai. Mais normalement, le 8 mai, c'est un jour de victoire. Donc, pour fêter la victoire, tous les bars devraient être ouverts. C'est juste une suggestion que je fais. Hein. Vous n'êtes pas obligé de la suivre. Et si vous ne la suivez pas, je boude. Ah oui, j'avais oublié. 3 charmes pour changer de direction, un cyprès pour marquer les kilomètres. Reste plus qu'à compter les cyprès. Ça va nous mener loin tout ça. Ils ont taillé les chênes comme des cyprès. Ça, c'est pour nous tromper. C'est pour nous faire croire que on fait 1 kilomètre, alors qu'en fait on fait 10 mètres. Et nous arrivons à Saint-Antoine. Saint-Antoine, village prudent et village très haut débit. Prudent, ça veut dire qu'il faut rouler avec modération. Et très haut débit, je me demande si ça ne s'applique pas au bar. Il va falloir que je vérifie. Et nous pénétrons dans Saint-Antoine. Table, chaise à l'ombre, sac à dos, donc bar. Ne soyons pas jésuites, mangeons-en un. Hier, il y avait du monde, avant-hier aussi. Bien, après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir, il nous reste 13 km à faire. Dites-moi, frère Jean-Édouard, vous avez réfléchi à ce que vous produiriez dans votre commanderie parisienne? Ah mais tout à fait, on a fait connaissance d'une religieuse à Paris, Sœur Anne. Et Sœur Anne, elle avait eu l'idée d'élever des surmulots, parce que bon, il y en a quelques-uns à Paris. Mais les surmulots, ben, c'est pire que des lapins. Et ça se reproduit tellement vite que ma Sœur Anne, elle n'a rien vu venir. Donc on s'est dit que les surmulots, c'était peut-être pas une bonne idée. Et puis bon, il n'y a pas grand-chose à bouffer dedans. Quand vous dites surmulot, vous voulez dire rat. C'est-à-dire que rat, Sœur Anne trouve que c'est stigmatisant. Donc on préfère surmulot. C'est plus inclusif. Ok, donc vous n'avez pas d'idée. Ah si, au contraire, on a plein d'idées. D'ailleurs, on a tout un stock de parchemins vierges, de l'encre à ne plus savoir qu'en faire, et des plumes d'oie que nous ont envoyés nos frères du Périgord. Du coup, faudrait qu'on remplisse nos parchemins vierges avec des trucs. La suite après la côte. Et là-bas, le village, c'est Flamarins. Et là, c'est le Gers.
Le Gers et sa succession de petites montées, petites descentes. Et puis de terre qui colle, mais là ça va, ça a séché. Bah non, ça monte pas. J'ai même pas mal. La Flamarins et sa magnifique tour. Ah, le château de Flamarins, commencé au XIIe mais qui a été modifié jusqu'au XVe siècle. Et ce toit est absolument superbe. Ça fait partie de ces trésors d'architecture qu'on découvre tout au long de ce chemin. Et on vient de s'offrir une petite pause en compagnie de Catherine et d'Anastasio qui ont un petit réchaud, du coup ils m'ont offert un café. Merci, ça c'était cool. Bon, frère Jean-Édouard, pendant l'office, j'ai réfléchi un peu à ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous nous avez dit que vous voudriez remplir vos parchemins vierges avec des trucs. Qu'est-ce que c'est exactement que ces trucs ? On a réfléchi à un nouveau concept. Vous, hier, quand vous avez décidé de ce que vous feriez dans vos commanderies, vous êtes parti des productions locales, de ce qui poussait bien dans la région où était implantée votre commanderie. Ben oui, ça nous paraissait naturel. Remarquez, on aurait bien aimé cultiver des huîtres dans le Massif central, mais c'était tout de suite assez compromis. Ah, mais ça, c'est parce que vous ne réfléchissez pas de manière globale. Nous, notre concept, c'est le suivant. On a un grand parchemin tout vierge. Dessus, on dessine des lignes et des colonnes. Ça fait plein de petites cases. Sur les lignes, on marque les régions. Et sur les colonnes, on marque les productions. Vous, par exemple, sur la ligne, mettons, Aveyron, vous feriez une croix dans la colonne brebis et chevaux. Ah oui, parce que c'est là qu'on élève des brebis et des chevaux. Eh bien, voyez-vous, frère Jean-Claude, c'est là qu'est l'erreur. Nous, ce qu'on vous propose dans notre commanderie parisienne, c'est de coordonner tout ça. Et puis, ça vous évitera des efforts pour réfléchir. Ah ben, dites tout de suite qu'on est des abrutis en province, qu'on est des pecnos. C'est pas ce que je voulais dire, frère Jean-Claude. Non, ce que je voulais dire, c'est que vous avez déjà beaucoup de choses à faire. Ah, c'est sûr qu'on n'a pas trop le temps de noircir du parchemin. Et bien justement, nous on a le temps. Donc ce qu'on vous propose, c'est que à partir de nos feuilles de parchemin vierge sur lesquelles on a dessiné nos petites cases, on fasse nous-mêmes les croix, de façon à ce que l'ensemble, ça donne quelque chose d'esthétique. Vous préférez pas que ce soit en lien avec la réalité plutôt ? Éventuellement, mais bon, c'est quand même la beauté de la feuille quadrillée qui prime, non ? Ouais, je suis un peu sceptique quand même. Vous avez trouvé un nom de concept pour votre feuille de parchemin avec des lignes et des colonnes ?
Ah oui, oui, on a un nom. On a décidé d'appeler ça des feuilles excellentes. Parce que c'est une super bonne idée. Et puis, comme on recherche l'esthétisme, on pourrait aussi appeler ça des tableaux excellents. On en a parlé à nos frères de Bruxelles. Ils sont emballés. C'était pas long, mais c'était raide. Bon, écoutez, frère Jean-Édouard, votre histoire de parchemin quadrillé, on va laisser vivre la question pendant quelques siècles. Une idée pareille, c'est un coup à se retrouver avec des oliviers au royaume du Danemark. Et nous arrivons à Miradou. Il y a des gens qui sont en train de faire un barbecue dans leur jardin. Tiens, il y a quelqu'un qui a choisi de se faire construire un obélisque dans le cimetière. Il n'y a pas à dire, c'est original. Alors à Stafford, si je ne m'abuse, c'est là où habite Francis Cabrel. Bon les frères, je pense qu'on peut lever la réunion, parce que d'ici moins d'une heure, le frère Ansa va arriver d'Orient. Et si on pouvait éviter de discuter de parchemin quadrillé, ça nous éviterait d'être ridicules. Ah mais au contraire, frère Jean-Claude, si le frère Ansa vient, ce serait pas mal de discuter de notre nouveau concept, non? Bon les gars, quand le maître en deçà sera là, vous tâchez de prendre le frère Jean-Édouard à part et puis de lui faire visiter nos concepts de prison, parce qu'on en a dans les commanderies. Et puis, vous oubliez la clé, comme ça, par inadvertance. Nous avons entamé notre descente vers Casté-Arouy. Enfin, descente, puis remontée. Sinon, ce serait pas marrant. Il doit nous rester, je sais pas, peut-être 3 km et demi, 4 km. Orge qui ondule, et c'est tout. Parce que moi aussi, j'ai le droit de faire des haïkus. Puis ça m'évite de trouver une rime. C'est toujours ça de prix. Voilà, c'était l'haïku du jour. Est-ce que c'est pas un peu long pour un haïku? Là-bas dans les arbres, c'est Casté-Arouy. Je déteste vraiment ces chemins avec des ornières de tracteur, parce que c'était sur un chemin comme ça que je m'étais foulé la cheville l'an dernier. Et nous arrivons à Casté-Arouy. Il ne reste plus qu'à trouver le gîte communal. En tout cas, il y a de l'animation. Et c'est ici. Fin de cette étape de 22 km qui a été chaude sur la fin, mais qu'on a parcouru tranquille. Demain, c'est Lectoure et c'est une étape de récupération entre 11 et 12 km. Ça va faire du bien. Ça va nous permettre d'arriver tôt et de se poser et de visiter Lectoure. Voilà, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.